Le pouvoir n'est pas un titre sur une carte de visite ou une plaque nominative sur un bureau. Ce n'est pas le costume que vous portez ou la voiture que vous conduisez. Le vrai pouvoir, c'est la volonté d'acier qui vous habite lorsque l'on vous dépouille de tout, lorsque l'on vous fait vous sentir insignifiant, et que le monde retient son souffle pour voir si vous allez craquer. 2 agents de la police de l'autorité portuaire à l'aéroport international JFK étaient sur le point d'apprendre cette leçon. Ils pensaient avoir affaire à une femme comme les autres, quelqu'un qu'ils pourraient intimider et écarter. Ils ont décidé de jouer avec le feu, sans se rendre compte qu'ils étaient sur le point de se brûler à une force qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre. Voici l'histoire de la façon dont un simple acte de haine a déclenché un brasier national. L'air du terminal 4 de JFK bourdonnait d'une symphonie familière et chaotique, le cliquetis rythmique des valises à roulettes, la cacophonie d'une douzaine de langues se mêlant sous les hauts plafonds voûtés, et la voix intermittente et désincarnée de l'annonceur égrenant des destinations qui sonnaient comme des promesses d'aventure. Pour la docteure Althea Beaumont, l'environnement stérile et animé était un prélude familier à son travail. À 48 ans, elle portait une élégance naturelle, une confiance tranquille forgée dans les creusets de l'académie et de la politique municipale. Vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, ses cheveux coiffés en dreadlocks sophistiqués ornés de quelques subtils fils d'argent, elle avait tout d'une femme en mission. Sa mission en cette fraîche soirée de septembre était un vol pour Genève, en Suisse. Elle était l'oratrice principale du sommet mondial sur le renouveau urbain et le développement durable, un honneur qu'elle avait gagné en transformant, au fil des ans, sa ville, Crestwood Springs, Colorado, d'une ville post-industrielle oubliée en un modèle florissant d'innovation verte. Son passeport, un livret bleu foncé rempli de l'encre de 2 douzaines de pays, était le témoignage d'une vie passée à bâtir des ponts, au sens propre comme au figuré. Elle avait déjà passé le contrôle de sécurité principal et se dirigeait vers sa porte dans le hall B lorsqu'une voix sèche a percé le brouhaha. « Madame, arrêtez-vous là. » Althea se retourna. 2 agents du département de police de la Port Authority se tenaient près d'une zone de contrôle secondaire, leurs expressions allant de l'ennui à la prédation. L'aîné, le visage marqué par des rides froncées et une épaisse moustache grisonnante, portait une étiquette nominative indiquant Miller. Le jeune officier, Peterson, avait un visage juvénile qui n'avait pas encore adopté le masque cynique de son partenaire. C'est Miller qui avait appelé. « Oui, officier, demanda Althea, sa voix calme et égale. « Venez ici. » « Nous effectuons des contrôles supplémentaires aléatoires, dit Miller, le mot « aléatoire » portant un poids lourd et ironique. Il fit un signe du menton vers un cubicule gris et austère. Althea était une femme noire en Amérique depuis 48 ans. Elle connaissait la texture et le goût d'un contrôle aléatoire. Elle l'avait vécu dans les grands magasins, sur des routes solitaires, et d'innombrables fois dans les aéroports. Elle obtempéra sans protester, son rythme cardiaque restant stable. La protestation était un outil, et elle savait, avec la certitude d'une stratège chevronnée, que ce n'était pas le moment de l'utiliser. À l'intérieur de la petite pièce sans cachet, l'air était vicié. Miller s'adossait au mur, les bras croisés, tandis que Peterson se tenait maladroitement près de la porte. « Passeport et carte d'embarquement », grogna Miller, non pas comme une demande, mais comme un ordre. Althea l'étendit. Miller arracha le passeport et commença à le feuilleter avec une lenteur théâtrale, son pouce maculant les visas. Genève, hein? Une conférence de gros bonnets. Son ton était empreint de dérision. Qu'est-ce qu'une personne comme vous fait à une conférence chic en Suisse? La question plana dans l'air, chargée de préjugés inexprimés. Une personne comme vous. L'expression était une arme conçue pour la rabaisser et remettre en question sa seule présence. Je suis oratrice principale, répondit Althea, gardant son regard fixé sur le sien. Elle refusait d'être intimidée. Miller gloussa, un son sec et grinçant. Il leva le passeport à la lumière fluorescente. Ça a l'air un peu bizarre. Je peux vous assurer, officier, dit Althea, sa voix baissant d'un ton, acquérant une nouvelle fermeté, c'est un document délivré par le gouvernement fédéral qui m'a fait voyager partout dans le monde sans problème. Oui, eh bien, ça pose problème en ce moment dans mon aéroport, rétorqua Miller, ses yeux brillants. Il tendit le passeport à Peterson. Qu'en penses-tu, Kyle? Ça te semble vrai? Peterson, qui était resté silencieux, jeta un regard nerveux au passeport. Il semblait parfaitement légitime. La puce biométrique était visible. La photo était nette. Les filigranes étaient clairs. Il avait vu des centaines de faux documents, et ce n'en était pas un. Il ouvrit la bouche pour le dire,
mais un regard acéré de Miller le fit taire. Le laminé semble un peu fin, John, murmura Peterson, évitant le regard d'Althea. Laminé fin, répéta Miller, un sourire cruel se dessinant sur son visage. Il reprit le passeport à son partenaire. Vous savez ce que nous devons faire avec les documents fédéraux frauduleux? Nous devons les confisquer et les détruire. Un œuf froid se forma dans l'estomac d'Althea. Cela dégénérait bien au-delà d'un simple contrôle de harcèlement. C'était tout autre chose. Officier, vous faites une grave erreur. C'est ma propriété et un document légal. Vous n'avez aucune autorité pour le détruire. Le sourire de Miller s'élargit. Il semblait savourer la confrontation, se nourrissant de son indignation contenue. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un briquet Zippo argenté. D'un mouvement de pouce expert, une flamme régulière jaillit. Les documents frauduleux sont la propriété du gouvernement américain, madame, dit-il d'un ton faussement officiel. Et en ce moment, je ne suis qu'un patriote faisant son devoir. Il tint le coin du passeport d'Althea à la flamme. Les yeux de Peterson s'écarquillèrent, réellement choqués. Ce n'était pas prévu au scénario habituel. L'intimidation était une chose, mais ceci était un crime. John, qu'est-ce que tu fais? Murmura Peterson, une note de panique dans la voix. Mais Miller l'ignora. Il était transi, observant le coin du passeport noircir, se recroqueviller, puis prendre feu. L'odeur de papier et de plastique brûlé emplit la petite pièce. Althea regarda non pas la flamme, mais le visage de Miller. Elle y vit une satisfaction laide et profondément enracinée. Il ne s'agissait pas d'un passeport. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait d'un homme avec un insigne et une arme à feu qui prenait plaisir à détruire quelque chose qui appartenait à une femme noire qu'il croyait au-dessus de sa condition. Il laissa la petite flamme consumer la moitié d'une page avant de laisser tomber le livret sur le carrelage et d'écraser la flamme avec le talon de sa botte, laissant une tache carbonisée et fondue sur le linoléum. Il leva les yeux vers elle, son expression triomphante. On dirait que vous ne ferez pas votre discours après tout. Vous devriez être plus prudente avec le genre de document que vous essayez de faire passer. Pendant un long moment, le seul son fut le faible bourdonnement de l'aéroport en dehors du cubicule. Althea ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle n'éleva pas la voix. Elle regarda simplement les restes fumants de son passeport, le témoignage physique du travail de sa vie, puis les deux hommes. Un calme profond et glaçant s'abattit sur elle. Ils avaient fait leur mouvement. Maintenant, c'était son tour. L'officier Miller prit son silence pour une défaite. Il vit le calme dans sa posture, la concentration inébranlable de son regard, et l'interpréta comme le choc d'une victime impuissante. Il était habitué aux larmes, aux supplications, aux éclats de colère qu'il pouvait utiliser comme justification pour une escalade. Ce calme silencieux et déconcertant était quelque chose de nouveau, mais il était trop arrogant pour le reconnaître comme une menace. Alors, commença-t-il, donnant des coups de pied au reste carbonisé du passeport avec sa botte. Soit vous êtes détenu pour avoir tenté de voyager avec un document frauduleux, soit vous faites demi-tour et vous vous débrouillez pour quitter mon aéroport. C'est votre choix. Althea rompit enfin son silence. Sa voix était aussi froide et claire que la glace. Quels sont vos numéros d'insigne? Miller cligna des yeux, décontenancé par la franchise de la question. Qu'avez-vous dit? Vos numéros d'insigne, répéta-t-elle, ses yeux passant de son étiquette nominative à celle de Peterson. Je veux les deux, maintenant. Une lueur d'inquiétude traversa le visage de Peterson. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Miller, cependant, se contenta de railler. Vous n'êtes pas en position de réclamer quoi que ce soit. Numéro d'insigne 734, il pointa son pouce vers sa propre poitrine. Et lui, c'est le 812. Non pas que ça vous serve à quelque chose. 734 et 812, répéta Althea doucement, comme pour les enregistrer dans sa mémoire. Puis elle tendit la main dans son sac à main et en sortit son téléphone portable. Ses mouvements étaient délibérés, économes. Il n'y avait pas d'hésitation, aucun signe de peur. Miller se tendit. Et, pas d'enregistrement ici. Rangez ça. Je n'enregistre pas, officier Miller, dit-elle, ses doigts volant sur l'écran. Je passe un appel. Elle pressa le téléphone contre son oreille. Miller et Peterson échangèrent un regard. Qui pouvait-elle bien appeler? Un mari? Un avocat?
Cela n'avait pas d'importance. C'était eux la loi ici. L'appel se connecta. David, c'est Althea, dit-elle, sa voix contrastant fortement avec la tension agressive dans la pièce. C'était la voix d'une commandante, habituée à être écoutée et obéie. Oui, je vais bien, mais il y a eu un incident. Je suis au terminal 4 de JFK. Mon voyage à Genève est reporté. Elle fit une pause, ses yeux se posant sur ceux de Miller. Mon passeport des États-Unis vient d'être illégalement détruit par 2 agents de la Port Authority Police. L'air suffisant de Miller commença à se dissiper, remplacé par une lueur de confusion. Le nom, David, ne lui disait rien, mais l'autorité dans son ton, oui. Leurs noms sont l'officier John Miller, numéro d'insigne 734, et l'officier Kyle Peterson, numéro d'insigne 812, continua-t-elle, sa diction précise. J'ai besoin que vous fassiez 3 choses pour moi immédiatement. Premièrement, mettez le commissaire de la Port Authority, Kevin Driscoll, au téléphone. Si vous ne pouvez pas le joindre, contactez son chef de cabinet. Informez-le que ces officiers ont commis un crime fédéral contre une mère en exercice. Les mots « une mère en exercice » détonnèrent dans la petite pièce. Peterson fit un pas en arrière involontairement, son visage se vidant de toute couleur. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son n'en sortit. Il regarda Miller, ses yeux écarquillés par une panique pure et inaltérée. Le visage de Miller subit une série rapide de transformations, incrédulité, puis confusion, et enfin une horreur naissante et écœurante. Une mère. Il venait de brûler le passeport d'une mère. Non, ce n'était pas possible. Cette femme, elle mentait. Elle devait mentir. Mais Althea n'avait pas terminé. Deuxièmement, David, continua-t-elle au téléphone, ignorant l'effondrement des officiers. Je veux que le conseiller juridique de notre ville contacte le bureau du procureur des États-Unis pour le district et de New York. Cela doit être transmis à la division des droits civiques du département de la justice. Je veux une enquête fédérale complète ouverte dès le matin. Utilisez l'expression « violation » sous le couvert de la loi. Ils sauront ce que cela signifie. La précision juridique, la mention du DOJ, le déploiement des involtes de termes comme « violation sous le couvert de la loi », tout cela était trop réel, trop spécifique pour être un mensonge. La sueur sur le front de Miller était maintenant visible sous les lumières fluorescentes crues. Sa bravade avait disparu, remplacée par une peur animale, brute. Et troisièmement, dit Althea, sa voix maintenant dure comme le granit, contactez mon directeur de la communication. Je veux qu'une déclaration de presse soit rédigée, mais ne la diffusez pas. Je l'approuverai personnellement. La déclaration détaillera comment la mère Althea Beaumont de Crestwood Springs, Colorado, a été victime de profilage racial et s'est fait brûler son passeport par des agents du pape alors qu'elle se rendait à un sommet mondial pour représenter notre ville. Crestwood Springs. Peterson chercha son propre téléphone, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine le déverrouiller. Il tapa le nom dans un moteur de recherche. Le premier résultat fut le site web officiel de la ville, et sur la page d'accueil se trouvait une photographie professionnelle de la femme qui se tenait juste devant eux. Le titre disait « La mère Althea Beaumont prononcera le discours d'ouverture à Genève ». Le téléphone de Peterson tomba avec un bruit sec sur le sol. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, regardant Miller. « John. Oh mon Dieu. C'est la mère. » Miller fixa Althea, son esprit luttant pour traiter la réalité cataclysmique de ce qu'il avait fait. Il avait bâti sa carrière sur l'intimidation des personnes qu'il jugeait inférieures, les personnes de couleur, les immigrants, les pauvres. Il ne ripostait jamais efficacement. C'étaient des cibles faciles. Il n'avait jamais imaginé que l'une de ces cibles puisse être une personne dotée d'un immense pouvoir institutionnel. Althea mit fin à son appel. David s'en occupe. Je m'attends à ce que nous ayons de la compagnie sous peu. Elle remit son téléphone dans son sac à main avec un léger clic. Le silence qui suivit était lourd du poids de la carrière de Miller s'effondrant sur elle-même. Le chasseur était devenu la proie. Madame la mère, balbutia Miller, sa voix soudainement faible. Il fit un pas en avant, ses mains levées dans un geste d'apaisement. Écoutez, il y a eu un malentendu. Un terrible malentendu. Althea le regarda, son expression indéchiffrable. Le seul malentendu, officier Miller, a été votre présomption que vous pouviez commettre un crime contre moi sans en subir les conséquences.
Vous n'avez pas vu une fonctionnaire, une universitaire, ou une représentante des États-Unis. Vous avez vu une femme noire que vous pensiez pouvoir briser. Vous vous êtes trompé. Nous pouvons arranger ça, supplia Miller, sa voix se brisant. Nous pouvons. Nous pouvons appeler le consulat, vous obtenir un passeport d'urgence. Nous pouvons arranger cela. Arranger ça? Le rire d'Altia était dénué d'humour. C'était un son sec et cassant qui résonna dans la petite pièce. Vous avez brûlé mon passeport. On n'arrange pas ça. Ce que vous avez fait est fait. La seule chose qui reste à discuter, ce sont les répercussions. Comme sur commande, on frappa sèchement à la porte. Officier Miller et Peterson. Une voix ferme et autoritaire retentit. C'est le capitaine Wallace. Ouvrez cette porte immédiatement. Miller regarda la porte, puis Altia. Sur son visage calme et composé, il vit non pas la fin de son voyage à Genève, mais la fin de tout son monde. La panique qu'il avait vue sur le visage de Peterson le saisit maintenant dans une étreinte froide et suffocante. Il avait joué avec le feu, et un enfer politique était sur le point de le consumer tout entier. La porte s'ouvrit pour révéler un homme en uniforme de police de la Port Authority impeccable et orné. Le capitaine Marcus Wallace était une figure grande et imposante, réputé pour être un commandant strict et rigoureux. Ses yeux, cependant, affichaient un regard de fureur et de panique à peine contenu. Il balaya la scène d'un seul regard, les deux officiers pâles et transpirants, le livret carbonisé sur le sol, et la femme noire impeccablement vêtue, incroyablement calme, qui était clairement au centre du désastre. « Qu'est-ce que vous avez fait, au nom de Dieu ?» La voix de Wallace était un grognement sourd dirigé vers ses deux subordonnés. Il avait reçu un appel d'un commissaire Driscoll très agité et très puissant, qui avait à son tour été appelé par le chef de cabinet d'une certaine mère Beaumont de Crestwood Springs. Les détails avaient été rares mais horribles. 2 de ces officiers auraient détruit un passeport. En voyant les preuves sur le sol, Wallace sut que c'était vrai. « Capitaine, c'était une erreur », commença Miller, la voix suppliante. Le document semblait suspect. « Taisez-vous, Miller », claqua Wallace, le coupant net. Il se tourna ensuite vers Altia, toute son attitude passant de la rage à une déférence extrême, presque douloureuse. « Madame la mère Beaumont, je suis le capitaine Marcus Wallace. Au nom du département de police de la Port Authority, je tiens à vous présenter mes excuses les plus profondes et sincères pour cet incident inacceptable. » Altia rencontra son regard. « Capitaine, les excuses sont une monnaie qui n'a aucune valeur ici. Vos officiers ont commis un crime. Ils l'ont fait en raison de ma race. Ce n'est pas un problème de service à la clientèle. C'est une affaire criminelle et une violation des droits civiques. » Ces mots furent comme des fléchettes lancées avec expertise, chacune atteignant sa cible. Wallace tressaillit. C'était un bureaucrate dans l'âme, un homme qui gérait les problèmes, et c'était un problème d'une ampleur qu'il n'avait jamais rencontrée. « Je comprends, madame la mère, tout à fait, » dit-il, essayant de reprendre le contrôle. « Officier Miller et Peterson, vous êtes tous deux relevés de vos fonctions. Avec effet immédiat. Remettez vos armes de service et vos insignes maintenant. » Peterson chercha la boucle de sa ceinture, ses mains tremblant si violemment qu'il pouvait à peine dégainer son arme. Il la posa sur la petite table avec son insigne, ses yeux fixés sur le sol, incapable de regarder quiconque. Miller, se déplaçant comme un homme en transe, fit de même. Le cliquetis métallique des armes sur la table résonna comme un glas. En l'espace de 10 minutes, ils étaient passés de garants de la loi à suspects. Vous serez confiné à des tâches administratives au poste en attendant une enquête complète des affaires internes, continua Wallace, sa voix sombre. Vous ne parlerez à personne de cet incident. Comprenez-vous? Les deux hommes hochèrent la tête en silence. Maintenant, disparaissez de ma vue, ordonna Wallace. Ils sortirent précipitamment de la pièce comme des enfants réprimandés, laissant le capitaine seul avec la mère. Madame la mère Beaumont, dit Wallace, se retournant vers elle. Nous couvrirons bien sûr tous les coûts associés à cette perturbation. Nous organiserons un hôtel, et nous prendrons contact avec le département d'État dès le matin pour vous obtenir un document de voyage d'urgence. Capitaine, l'interrompit Altia calmement. J'apprécie l'effort, mais vous semblez manquer l'essentiel. Mes plans ont déjà été pris en charge. Une voiture est en route pour me conduire en ville. Mon équipe est en train de réserver une suite au Carlisle.
Le département d'État a déjà été alerté par mes contacts, pas les vôtres. Vous n'êtes plus en contrôle de cette situation. Vous êtes maintenant en mode de gestion de crise. Le visage de Wallace se crispa. Elle avait raison. Il avait l'habitude de gérer des voyageurs irrités, des personnes qu'il pouvait apaiser avec un bond et des excuses creuses. Il n'était pas équipé pour faire face à une puissance politique ayant une ligne directe avec le département de la justice. Ma préoccupation immédiate, continua Althea, est la preuve. Je veux que cette pièce soit scellée comme une scène de crime. Je veux que cela, elle pointa du doigt les restes carbonisés de son passeport, soit recueillis comme preuve. Je veux que les images de la caméra corporelle des 2 officiers soient conservées et livrées à mon conseiller juridique, non éditées. Je suppose que cela ne posera pas de problème. Non, madame la maire. Bien sûr que non, dit rapidement Wallace. Je ferai venir notre équipe de criminalistique ici immédiatement. Bien, dit Althea. Elle prit son sac de cabine. J'enverrai à mon chef de cabinet, David Chen, les coordonnées de l'enquêteur principal de cette affaire. Nous coopérons pleinement, et nous attendons la même chose de votre département. Sur ce, elle se retourna et sortit du cubicule stérile, laissant le capitaine Wallace au milieu des décombres de son service. Il regarda le passeport brûlé, une petite tache sombre sur le sol qui représentait un échec colossal. Il savait que ce n'était plus une simple affaire des affaires internes. C'était une histoire. Et une fois qu'elle éclaterait, elle deviendrait un brasier qui pourrait potentiellement anéantir tout son département. Alors qu'Althea Beaumont traversait le terminal, son calme était un masque de fer. Quelques personnes la regardèrent, mais personne ne connaissait le drame qui venait de se dérouler. Elle n'était qu'une voyageuse dont le vol avait été perturbé. Mais sous la surface, une froide fureur bouillonnait. Elle n'était pas seulement en colère pour elle-même. Elle était en colère pour chaque personne qui avait été profilée, harcelée et humiliée par quelqu'un en uniforme, pour chaque personne qui n'avait pas de chef de cabinet à appeler, qui ne pouvait pas attirer l'attention du département de la justice avec une seule phrase. Miller et Peterson avaient essayé de la dépouiller de sa dignité et de son pouvoir. Au lieu de cela, ils lui avaient donné une cause. Ils avaient voulu l'empêcher de se rendre à un sommet mondial pour parler de rénovation urbaine. Au lieu de cela, ils venaient de lui donner une plateforme bien plus grande et bien plus importante. Elle n'allait plus seulement parler de la construction de meilleures villes. Elle allait parler de la construction d'une nation plus juste. Le vol pour Genève était un lointain souvenir, une trivialité. Le voyage sur lequel il l'avait accidentellement envoyé, cependant, l'avait mené à cet endroit précis, et il avait changé la nation pour toujours. Le bureau des affaires internes du département de police de la Port Authority était logé dans un immeuble de bureaux anonyme à Jersey City, un endroit où les carrières allaient mourir. C'était un monde de murs beiges, de néons scintillants et le poids palpable de la méfiance institutionnelle. C'était le domaine de la sergente Isabella Rossi. Vétéran de 15 ans avec un diplôme en droit et une réputation d'être chirurgicalement précise et imperméable aux politiques du département, Rossi fut assigné à l'incident de JFK moins de 12 heures après qu'il se soit produit. Le dossier, déjà épais, était signalé avec le code de priorité le plus élevé qu'elle ait jamais vu. Rossi était une enquêtrice directe et sans fioriture, fille d'une immigrante dominicaine qui lui avait appris que la seule façon d'obtenir le respect dans un monde qui cherchait à le nier était d'être 2 fois meilleur et 3 fois plus coriace. Elle lut le rapport initial du capitaine Wallace, son expression se durcissant à chaque ligne. Elle avait vu d'innombrables cas de mauvaise conduite, mais la stupidité pure et effrontée de celui-ci était à couper le souffle, brûler le passeport d'une mère en exercice. C'était un acte d'une arrogance autodestructrice qui frôlait le surréel. Sa première étape fut de sécuriser les preuves. Les images des caméras corporelles étaient le joyau de la couronne. Elle les regarda dans une salle de visionnage obscurcie, son visage impassible. La vidéo de la caméra de Peterson était tremblante, souvent pointée vers le sol, capturant sa nervosité. Mais l'audio était clair. La caméra de Miller, cependant, racontait toute l'histoire. Elle capturait chaque remarque méprisante, chaque question condescendante. Elle capturait le mouvement du zippo, la flamme orange léchant le passeport bleu, et le sourire satisfait de Miller. Plus important encore, elle capturait la réponse d'un calme glacial de la mère Beaumont. Rossi regarda cette partie 3 fois. Elle vit une femme qui comprenait le pouvoir non pas comme une arme d'oppression, mais comme un bouclier pour la justice. Ensuite, elle sortit le dossier de John Miller. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait, en pire.
Au cours de ses 22 ans de carrière, Miller avait accumulé 17 plaintes civiles. 12 d'entre elles concernaient le harcèlement, toutes déposées par des personnes de couleur. 3 concernaient l'usage excessif de la force. 2 concernaient des fouilles inappropriées. Dans chaque cas, la plainte avait été classée sans suite ou l'enquête avait été non concluante. Le mur bleu du silence l'avait parfaitement protégé. Il était un procès imminent, une bombe à retardement que le département avait refusé de désamorcer. Maintenant, elle avait explosé. Le dossier de Kyle Peterson était vierge. Trop vierge. Une recrue de 3 ans avec d'excellentes évaluations de performance. Rossi connaissait le type, désireux de plaire, facilement influençable par un partenaire senior, et probablement terrifié à l'idée d'être étiqueté comme un mouchard. Peterson était le maillon faible. C'était sa porte d'entrée. Elle le fit venir pour un entretien en premier. Peterson était assis en face d'elle à une table métallique dans une salle d'interrogatoire spartiate, l'air pâle et privé de sommeil. Il était accompagné d'un représentant syndical, un homme bouffi et blasé nommé Ali, qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. Officier Peterson, commença Rossi, sa voix neutre. Dites-moi ce qui s'est passé hier soir dans la salle de contrôle secondaire du terminal 4. Peterson récita un récit clairement répété, probablement préparé par Miller ou Ali. Nous avions des raisons de croire que le document de voyage n'était pas authentique. La personne, la femme, est devenue agitée. Le passeport a été accidentellement endommagé lors de la procédure de confiscation. Rossi laissa le silence planer dans l'air un instant. Accidentellement endommagé, répéta-t-elle, levant un sourcil. Elle fit glisser une photo brillante 8x10 sur la table. C'était une image fixe de la caméra corporelle de Miller montrant la flamme du zippo touchant le coin du passeport. Cela ressemble-t-il à un accident pour vous, officier Peterson? Peterson fixa la photo, sa pomme d'Adam tressaillit nerveusement. Ali se racla la gorge. Mon client a fait sa déclaration. Rossi l'ignora, ses yeux fixés sur Peterson. J'ai vu votre dossier, Kyle. Vous êtes un bon flic. Le meilleur de votre promotion à l'académie. Vous avez une longue carrière devant vous. À moins que vous ne décidiez de tout gâcher pour lui. Lui, demanda Peterson, sa voix à peine un murmure. John Miller, dit Rossi, son ton sec. J'ai sorti son dossier. 17 plaintes. C'est un cancer dans ce département. Il intimide les citoyens, et en ce moment il vous intimide. Il compte sur vous pour mentir pour lui. Il compte sur vous pour tomber avec lui. Mais laissez-moi être très clair, il va tomber. La seule question est de savoir si vous tomberez avec lui. Elle se pencha en avant. Ce n'est plus seulement une enquête de l'IAB. Le bureau de la maire Beaumont a été en contact avec le procureur des États-Unis. Une enquête fédérale sur les droits civiques est ouverte. Ils se moquent du mur bleu. Ils vous citeront à comparaître devant un grand jury. Et si vous leur mentez, c'est un parjure. C'est un crime fédéral. Vous ferez de la prison. Kyle, Miller sera dans la cellule d'accent grave côté, se moquant de la façon dont la recrue a mordu à l'hameçon. Le sang se retira du visage de Peterson. Il regarda Ali, qui haussa les épaules, n'offrant aucune aide. Le syndicat pouvait le protéger du département, mais il ne pouvait pas le protéger du FBI. Pensez à votre avenir, Kyle, insista Rossi, sa voix s'adoucissant légèrement. Pensez à votre famille. Est-ce que le délire de pouvoir raciste de John Miller vaut tout cela? C'était votre idée de brûler le passeport? Avez-vous tenu le briquet? Non, murmura Peterson, secouant la tête. Non, c'était tout lui. Je lui ai dit d'arrêter. Ali lui lança un regard, mais il était trop tard. La première fissure dans le mur était apparue. Racontez-moi tout, Kyle, dit Rossi doucement. Depuis le début, dites-moi la vérité. Et il le fit. Le récit se déversa, les commentaires de Miller avant même qu'il n'arrête la mer, regardez celle-là, probablement en train de transporter de la drogue dans un tailleur de marque. Ses provocations, sa décision de faire un exemple d'elle, le choc et la terreur que Peterson ressentit en regardant le passeport brûlé. Il admit avoir menti sur le laminé fin parce qu'il avait peur de son partenaire. Au moment où il eut terminé, Kyle Peterson pleurait en silence. Il ne pleurait pas seulement par peur pour son propre avenir, mais aussi par la honte de sa propre lâcheté.
Il était resté passif et avait regardé un crime se produire parce qu'il avait trop peur de s'opposer à un tyran. Lorsque Rossi interrogea John Miller plus tard dans la journée, il était tout le contraire. Il était arrogant, défiant et belliqueux. Il s'accrochait à l'histoire du « endommagé lors de la confiscation », crachant son venin sur les mères activistes et le « racisme inversé ». Il était sûr que le département le protégerait, comme toujours. Il ne savait pas que Rossi avait la confession complète et signée de Peterson dans sa mallette. Il ne savait pas que le « mur bleu du silence », derrière lequel il s'était caché pendant 2 décennies venait de s'effondrer en poussière. La sergente Isabella Rossi savait qu'elle le tenait. Il ne restait plus qu'à le regarder tomber. Pendant 3 jours, la Port Authority et la ville de Crestwood Springs réussirent à garder l'incident sous le boisseau. C'était une trêve fragile et temporaire. Tandis que les avocats et les fonctionnaires manœuvraient frénétiquement en coulisses, le capitaine Wallace avait naïvement espéré que la situation pourrait être contenue. Une mise à pied discrète, un règlement généreux, et le balayage de toute cette vilaine affaire sous le tapis. Il avait profondément sous-estimé la mère Althea Beaumont. Le 4e jour, Althea passa à l'action. Elle n'avait aucun intérêt à un règlement discret. Un règlement absoudrait le système, traitant Miller et Peterson comme de simples marginaux, des brebis galeuses dans un baril autrement sain. Elle savait que la pourriture était dans le baril lui-même. La justice pour elle n'était pas une transaction financière privée. C'était une reddition de comptes publics. Son directeur de la communication publia un seul élément explosif à une agence de presse nationale, 12 secondes d'image de caméra corporelle. C'était le clip que la sergente Rossi avait identifié comme le plus accablant. Pas d'audio, juste l'image austère et silencieuse de la main d'un policier tenant un zippo argenté, la flamme touchant le coin d'un passeport américain tenu dans son autre main. Le clip se terminait juste au moment où le passeport prenait feu. Il fut diffusé simultanément avec une déclaration de presse officielle. La déclaration était un chef-d'œuvre de fureur contenue, détaillant les événements dans un langage précis et factuel, nommant les officiers et annonçant que le bureau de la mer avait officiellement demandé une enquête fédérale sur les droits civiques par le département de la justice. L'histoire explosa sur Internet en moins d'1 heure. Passportgate et Mayor Beaumont étaient les sujets les plus tendances sur Twitter. Les médias, d'abord en difficulté pour vérifier l'histoire, furent bientôt pris dans une frénésie généralisée. La vidéo était partout, sur les boucles d'informations câblées, sur les réseaux sociaux, sur les premières pages des sites web de journaux de New York à Los Angeles. Les images silencieuses et granuleuses étaient plus puissantes que n'importe quel compte-rendu écrit. C'était une représentation brute et indéniable d'un abus de pouvoir. Le département de police de la Port Authority fut pris complètement au dépourvu. Leur mur du silence soigneusement construit fut percé et submergé. Leurs lignes téléphoniques furent saturées. Les journalistes campaient devant le poste de police et la maison du capitaine Wallace. La réaction du public fut une vague d'indignation. Des organisations de défense des droits civiques, de la NAACP à la CLU, publièrent des déclarations condamnant les officiers et le pape. Un extrait d'ancien discours de la mère Beaumont, l'un où elle parlait avec éloquence de la nécessité d'une réforme de la police après un incident local à Crestwood Springs, devint viral, la présentant comme une voix prémonitoire et puissante sur la question même dont elle était maintenant victime. Le lendemain, la mère Beaumont tint une conférence de presse dans le grand hall de l'hôtel de ville de Crestwood Springs. L'événement fut diffusé en direct sur toutes les grandes chaînes d'information. Elle s'approcha du podium, ne ressemblant pas à une victime, mais à une leader. Elle était calme, posée et rayonnait une autorité désormais amplifiée sur la scène nationale. « Bonjour », commença-t-elle, sa voix stable. Le soir du 3 septembre, je n'étais pas seulement Althea Beaumont, une citoyenne privée. J'étais la mère Beaumont, une élue et une représentante de chaque citoyen de cette grande ville, voyageant en mission officielle pour représenter nos intérêts communs sur la scène mondiale. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Lorsque l'officier John Miller et l'officier Kyle Peterson du département de police de la Port Authority m'ont acculé, ils n'ont pas vu une mère. Ils n'ont pas vu une diplomate. Ils ont vu une femme noire qui, selon eux, n'avait pas sa place. Et dans leur intolérance, ils ont choisi non seulement de me manquer de respect, mais de commettre un crime fédéral en brûlant mon passeport. Elle détailla les événements sans hyperbole. Son témoignage d'autant plus puissant par sa retenue. Cet incident ne concerne pas un vol manqué ou un voyage gâché, continua-t-elle, sa voix montant avec passion. C'est une illustration flagrante et douloureuse d'une maladie qui infecte des poches des forces de l'ordre dans ce pays.
Il s'agit de l'abus de pouvoir et du poison du préjugé racial qui transforme un signe et un uniforme d'un symbole de protection en une arme d'oppression. L'officier Miller n'a pas agi dans le vide. Il a agi avec la confiance d'un homme qui n'a jamais eu à rendre des comptes pour ses actes. Mon bureau a appris qu'il avait 17 plaintes antérieures déposées contre lui pour harcèlement et usage excessif de la force, principalement de la part de personnes de couleur. 17 fois le système a détourné le regard. 17 fois le mur bleu du silence l'a protégé. Mon cas est le 18e. Et je suis ici aujourd'hui pour dire que le mur tombe maintenant. Le discours fut un événement sensationnel. Il était puissant, éloquent et passé magistralement de son expérience personnelle à la question systémique. Elle ne demandait pas de pitié. Elle exigeait un changement. Les retombées pour le pape furent catastrophiques. Le commissaire Kevin Driscoll fut contraint de tenir sa propre conférence de presse où il fut assommé de questions auxquelles il ne pouvait répondre. Il annonça la suspension immédiate et sans salaire des 2 officiers en attendant les procédures de licenciement, et promit une coopération totale avec l'enquête fédérale qu'il n'avait désormais d'autre choix que d'accueillir. Pour John Miller, qui regardait les informations depuis son canapé, le monde tournait à l'envers. Son nom et son visage étaient partout, un symbole national du racisme dans la police. Son représentant syndical avait cessé de répondre à ses appels. Ses voisins l'évitaient. Il avait pensé qu'il était intouchable. Il avait pensé que c'était lui qui détenait tout le pouvoir. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il avait essayé d'humilier serait celle qui se tiendrait devant la nation entière et démantèlerait méthodiquement, éloquemment et de manière dévastatrice sa vie, sa carrière et tout son sentiment d'impunité. Le feu qu'il avait allumé était maintenant un enfer déchaîné, et il consumait son propre monde. Les rouages de la justice, une fois qu'ils commencèrent enfin à tourner, se mirent en mouvement avec une force implacable et broyante. Le brasier public que la mère Beaumont avait allumé ne laissait aucune place pour des arrangements en coulisses ou des renvois silencieux. La procureure des États-Unis pour le district de New York, Loretta Chen, une procureure redoutable avec un historique de lutte contre la corruption et les affaires de droit civique, prit personnellement en charge l'enquête fédérale. Kyle Peterson, guidé par un nouvel avocat qui comprenait la gravité de sa situation, finalisa rapidement un accord de coopération. En échange de son témoignage complet et véridique contre son ancien partenaire, les procureurs fédéraux recommanderaient une peine plus légère pour une seule accusation de fausse déclaration à un agent fédéral. C'était une pilule amère, mais cela le tiendrait hors de prison. Sa carrière dans les forces de l'ordre était terminée, mais il n'allait pas troquer son uniforme contre une tenue de prisonnier. Son karma personnel serait une vie de honte et de regret, à jamais connu comme le flic qui était resté là sans rien faire. Le sort de John Miller fut bien plus sévère. Il fut renvoyé du département de police de la Port Authority dans la honte, dépouillé de sa pension et de ses avantages après une audience disciplinaire rapide et brutale où le témoignage de Peterson et les images de la caméra corporelle ne laissaient aucune place au doute. Mais ce n'était que le début. Un grand jury fédéral l'inculpa de 3 chefs d'accusation, privation de droits sous le couvert de la loi, une grave violation des droits civiques, destruction d'un document fédéral et entrave à la justice pour ses mensonges initiaux aux enquêteurs. Le procès, 6 mois plus tard, fut un spectacle médiatique. La mère Althea Beaumont fut le témoin vedette de l'accusation. Elle prit la barre, rayonnant la même autorité calme qu'elle avait montrée à l'aéroport et lors de sa conférence de presse. Elle fit revivre au jury les événements de cette soirée, son témoignage inébranlable sous le contre-interrogatoire. L'avocat de la défense de Miller tenta de la dépeindre comme une politicienne arrogante cherchant à faire les gros titres, mais la stratégie se retourna spectaculairement contre lui. Face aux images cristallines de la caméra corporelle, son argument semblait creux et désespéré. Le témoignage le plus accablant, cependant, vint de Kyle Peterson. L'air émacié et hanté, il prit la barre et mit à nu toute cette vilaine affaire. Il relata les commentaires racistes de Miller, sa satisfaction suffisante, son intention explicite de la remettre à sa place. Il raconta au jury comment Miller lui avait dit quoi dire, le poussant à mentir. À la barre, sous les questions du procureur, il regarda directement Miller, son ancien formateur et partenaire. « Il a aimé ça, » dit Peterson, la voix brisée. Il a aimé la voir effrayée. Il pensait qu'il était intouchable. Le jury délibéra moins de 4 heures. Le verdict fut « coupable de tous les chefs d'accusation ». La sentence fut prononcée 2 mois plus tard. John Miller, l'ancien flic fanfaron, se tint devant la juge, un homme brisé. Sa femme avait demandé le divorce. Ses enfants ne lui parlaient plus. Il avait perdu sa maison pour payer ses frais juridiques.
Il tenta de lire une déclaration d'excuses préparée, mais sa voix se brisa, les mots se dissolvant en sanglots pathétiques. La juge resta impassible. « Monsieur Miller, dit-elle, sa voix sévère. Vous avez prêté serment de faire respecter la loi. Au lieu de cela, vous avez utilisé votre insigne comme bouclier pour votre propre intolérance. Vous n'avez pas seulement brûlé un passeport. Vous avez attaqué les principes mêmes d'égalité et de justice auxquels cette nation aspire. Vous n'étiez pas un patriote faisant votre devoir. Vous étiez un tyran avec un insigne, et le dommage que vous avez causé à la confiance du public envers les forces de l'ordre est incommensurable. » Il fut condamné à 57 mois de prison fédérale, près de 5 ans. Alors que les marshals américains l'escortèrent menotté, ses yeux croisèrent brièvement ceux d'Althea. Elle était assise au premier rang de la salle d'audience. Elle soutint son regard, son expression non pas de triomphe, mais de sombre résolution. Il n'y avait aucune joie à voir la vie d'un homme être détruite, mais il y avait un profond sentiment de justice à voir la responsabilité enfin, irrévocablement établie. Le karma l'avait durement frappé. Ce n'était pas seulement une perte d'emploi. C'était un effondrement complet et total d'une vie construite sur des fondations de haine et d'arrogance. Le feu qu'il avait allumé si négligemment avec son briquet Zippo avait pris son temps, mais il était finalement revenu le consumeur entièrement. Le coup sec du marteau de la juge qui scella le destin de John Miller ne résonna pas comme un son de victoire aux oreilles d'Althea Beaumont. C'était un son de finalité, un point final sombre à un chapitre sordide. Alors qu'elle sortait du palais de justice fédéral de Brooklyn, passant devant la mêlée de reporters criant son nom, elle ne ressentit aucune exaltation, aucun frisson de vengeance. Au lieu de cela, un sentiment profond et lourd de responsabilité s'abattit sur elle. Le tribunal avait puni un homme, mais il n'avait pas guéri le système qu'il avait créé. La justice avait été rendue, mais elle n'était pas encore construite. Son retour à Crestwood Springs fut un accueil en héroïne. Une foule s'était rassemblée au petit aéroport municipal, brandissant des pancartes qui disaient « Notre mère, notre voix, et justice pour Althea ». Ils l'acclamèrent alors qu'elle descendit de l'avion, mais en voyant leur visage, elle ressentit le poids de leurs attentes. Elle était devenue un symbole, un paratonnerre pour une conversation nationale. L'épreuve n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui avaient ressenti la piqûre de l'injustice de la part d'une figure d'autorité. Ce soir-là, dans le calme de son bureau surplombant les rocheuses illuminées par la lune, son chef de cabinet, David Chen, était assis en face d'elle. « Vous l'avez fait, Althea, dit-il, sa voix remplie d'une admiration sincère. « Nous avons gagné la bataille, David, répondit-elle, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Mais la guerre ne fait que commencer. John Miller est en cage, mais les conditions qui lui ont permis de prospérer pendant 22 ans sont toujours là. Un autre John Miller enfile son uniforme pour son quart de travail en ce moment même, quelque part dans ce pays. Vous avez besoin d'une pause, insista David doucement. Prenez des vacances. Allez quelque part au soleil. Rechargez vos batteries. Vous l'avez mérité. Althea regarda par la fenêtre la ville qu'elle avait consacré sa vie à construire. Des vacances ressemblent à une abdication, dit-elle doucement. Ce moment, toute cette attention, c'est une monnaie, David. Une forme de capital politique que je n'ai jamais demandé, mais je l'ai. Et il va se déprécier. Si je vais m'asseoir sur une plage, tout cela s'estompera et le système se réinitialisera. Je ne peux pas laisser cela arriver. Dans ce moment de calme, la décision fut forgée. Son traumatisme personnel serait transformé en un objectif public. Elle ne laisserait pas le feu qui avait brûlé son passeport s'éteindre. Elle l'exploiterait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de sessions stratégiques. Althea réunit un groupe de travail composé de juristes, d'activistes des droits civiques et même de quelques chefs de police réformistes avec qui elle avait travaillé au fil des ans. Dans la salle de conférence principale de l'hôtel de ville de Crestwood Springs, ils couvrirent les murs de diagrammes et de statistiques, déconstruisant les défaillances systémiques qui avaient protégé Miller. 3 défauts critiques émergèrent, comme le substrat rocheux visible après une inondation. Premièrement, le phénomène du « flic nomade, gypsy cop ». Miller avait 17 plaintes, pourtant son dossier était effectivement scellé. S'il avait été licencié, il aurait pu facilement être embauché par un comté voisin, son histoire effacée. Il n'y avait pas de registre national. Deuxièmement, l'ambiguïté et la suppression des preuves. La seule raison pour laquelle son cas était si solide était que Miller avait, dans son arrogance, omis de désactiver sa caméra corporelle.
Dans d'innombrables autres cas, les images étaient perdues, éditées ou jamais diffusées, créant un mur impénétrable de « lui a dit, elle a dit ». Troisièmement, et le plus controversé, était le bouclier juridique de l'immunité qualifiée, une doctrine qui avait pris de l'ampleur au fil des décennies pour rendre presque impossible aux citoyens de tenir les officiers civilement responsables de la violation de leurs droits, même lorsque ces violations étaient flagrantes. C'est l'architecture de l'impunité, déclara Althia, tapant sur un organigramme qui reliait les trois problèmes. Chaque défaut renforce les autres. C'est ce que nous devons démanteler. L'idée d'une seule pièce législative fédérale ciblée commença à prendre forme. Ce ne serait pas une refonte radicale. Cela serait trop facilement diabolisé et vaincu. Ce serait une frappe chirurgicale contre ces trois piliers de l'irresponsabilité. Alors qu'il réfléchissait à un titre pour le projet de loi proposé, David Chen, toujours son conseiller de confiance, regarda les restes carbonisés et encadrés de son passeport, qu'elle conservait désormais dans son bureau, un rappel frappant de l'incident. Des cendres, dit David doucement. Nous devrions l'appeler la loi Phénix. Le nom resta. C'était parfait. Il encapsulait l'histoire, le symbolisme et la promesse de renouveau à partir de la destruction. Le défi suivant fut monumental, transformer un concept né dans un hôtel de ville du Colorado en une loi votée par un congrès profondément divisé à Washington. D.C. Althia savait qu'un projet de loi perçu comme anti-police et parrainé uniquement par des démocrates serait mort-né au Sénat. Elle avait besoin d'un partenaire républicain, quelqu'un d'irréprochable, un conservateur prêt à franchir le pas. Son équipe identifia leur cible peu probable, le sénateur Charles Reynolds du Wyoming. Reynolds était un conservateur de la vieille école, en troisième mandat, ancien procureur et fervent défenseur de la loi et de l'ordre. C'était le sceptique archétypal. Son bureau était paré de photos de lui en train de chasser, de pêcher et de serrer la main à des officiers en uniforme. Quand Althia obtint un rendez-vous, son équipe était pessimiste. La réunion dans son bureau sénatorial fut tendue et formelle. Le sénateur Reynolds fut courtois mais froid, les bras croisés sur la poitrine. Il écouta sans interruption pendant qu'Althia exposait son argumentaire. Elle ne commença pas par un appel émotionnel concernant sa propre expérience. Elle savait que cela ne fonctionnerait pas. Au lieu de cela, elle fit appel à ses principes conservateurs. Sénateur, commença-t-elle. Il ne s'agit pas de démanteler la police. Il s'agit de responsabilité, un principe que je sais que vous tenez à cœur. Il s'agit aussi de conservatisme budgétaire. Chaque fois qu'une brebis galeuse comme l'officier Miller est autorisée à rester en fonction, il devient un passif de plusieurs millions de dollars pour les contribuables. Les poursuites, les règlements à l'amiable, sont une ponction sur les fonds publics qui pourraient être consacrés à l'équipement et à la formation des bons officiers. Elle lui présenta des données sur les poursuites contre les départements de police à l'échelle nationale. Elle présenta le registre national non pas comme une liste noire, mais comme un outil d'embauche simple et de bon sens. Vous n'embaucheriez pas un enseignant qui a été licencié pour inconduite dans un autre État sans le savoir, arga-t-elle. Pourquoi un policier devrait-il être différent? Reynolds resta silencieux un long moment après qu'elle eut fini. Madame la maire, dit-il, sa voix un grondement sourd. J'ai beaucoup de respect pour les hommes et les femmes en uniforme. J'ai l'impression que vous leur liez les mains. Non, sénateur, répliqua Althia, se penchant en avant. Nous leur demandons de montrer leur travail. La transparence n'entrave pas les bons flics. Elle les valide. Ce sont les officiers corrompus et abusifs qui prospèrent dans l'obscurité. Ce projet de loi apporte la lumière. Elle quitta la réunion sans engagement, mais elle avait vu une lueur de considération dans ses yeux. Elle lui avait donné un nouveau cadre pour considérer le problème, un cadre qui s'alignait sur sa propre idéologie. Elle avait semé une graine. Lorsque la loi Phénix fut officiellement introduite avec Althia Beaumont et un groupe de démocrates de la Chambre des représentants comme parrains, la réaction fut immédiate et féroce. Le syndicat national de la police, dirigé par son président pugnace, Frank Donovan, lança une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars contre elle. Les publicités furent brutalement efficaces. Elles montraient des images granuleuses d'officiers courant au-devant du danger, juxtaposées à un texte sinistre sur les politiciens laissant la police sans défense. Une publicité ciblait spécifiquement Althia, utilisant un extrait hors contexte de l'un de ses discours pour la faire passer pour une radicale. Son visage était montré à côté d'images de voitures en feu et d'émeutes. Le message était clair, la maire Beaumont et son projet de loi étaient une menace pour la sécurité publique. La campagne de pression fut immense.
Les représentants syndicaux faisaient un lobbying incessant sur Capitol Hill, propageant la peur et la désinformation. Mais Althea refusa d'être entraînée dans une joute verbale publique. Au lieu de cela, elle lança une contre-offensive de logique tranquille et implacable. Elle donna des interviews sur toutes les chaînes, toujours calme, toujours préparée. Elle s'assied avec les comités de rédaction des journaux armés de données et de témoignages d'experts. Son message était cohérent, c'est un projet de loi pro-police parce que c'est un projet de loi pro-bonne police. Il protège l'intégrité de la profession en aidant à éloigner ceux qui déshonorent l'insigne. La bataille culmina par une audience devant la commission judiciaire du Sénat. La salle était bondée, l'air était épais de tension. Frank Donovan témoigna, sa voix résonnant d'une colère juste alors qu'il dénonçait le projet de loi comme une trahison des forces de l'ordre. Dans une pièce de théâtre cynique, l'opposition fit même témoigner l'ex-femme de John Miller, qui parla en larmes de sa famille brisée et de la façon dont ce projet de loi détruirait la vie d'autres officiers. Puis ce fut le tour d'Althea. Elle s'approcha de la table des témoins avec une confiance tranquille qui capta l'attention de la salle. Elle ne lut pas une déclaration préparée. Elle parla avec le cœur, ses yeux balayant les visages des sénateurs devant elle. Un sénateur hostile de l'opposition tenta de la piéger. « Madame la mère Beaumont », ricana-t-il. « N'est-il pas vrai que tout cela n'est qu'une vendetta personnelle pour vous? Vous avez eu une mauvaise expérience, et maintenant vous voulez punir chaque policier en Amérique pour cela. » Althea fit une pause, laissant le silence amplifier l'accusation du sénateur. « Sénateur, » répliqua-t-elle, sa voix égale et ferme. « Si c'était une vendetta, j'aurais accepté le règlement de plusieurs millions de dollars que la Port Authority m'a offert et j'aurais disparu. Je suis ici, sacrifiant mon temps et endurant des attaques personnelles parce que mon expérience n'était pas unique. Elle était simplement exceptionnellement visible. J'ai reçu plus de 10 000 emails et lettres depuis que mon histoire est devenue publique, d'une grand-mère en Floride qui a été illégalement fouillée, d'un étudiant en Californie qui a été brutalisé lors d'une manifestation, d'un père à Chicago dont le fils a été victime d'un policier ayant un long passé de violence, un passé dont son département ne savait rien. Mon histoire est leur histoire. Je ne suis pas ici pour moi-même. Je suis ici pour eux. » La salle était silencieuse. Puis le sénateur Charles Reynolds, qui était resté impassible pendant toute l'audience, se pencha vers son microphone. C'était le moment de vérité. « Madame la maire, commença-t-il, j'ai écouté tous les témoignages aujourd'hui. Monsieur Donovan dit que ce projet de loi fera que les officiers auront peur de faire leur travail. Que dites-vous au bon et honorable officier de Cheyenne, Wyoming, qui estime que ce projet de loi l'attaque, lui et sa profession? » C'était la question qui comptait. Althea le regarda directement. « Sénateur, je dirais à cet honorable officier, ce projet de loi est votre bouclier. Un gilet pare-balles protège votre corps. Ce projet de loi protège votre intégrité. Il vous protège d'être associé à une bombe à retardement comme John Miller. Il protège votre réputation d'être ternie par les actions haineuses de quelques-uns. Il garantit que lorsque vous enfilez votre uniforme, le public voit un symbole de confiance, pas une raison de craindre. Ce projet de loi ne vous demande pas d'arrêter de lutter contre le crime. Il demande simplement que le système pour lequel vous travaillez ait le courage de combattre les criminels qui portent parfois le même uniforme que vous. Il honore votre profession en exigeant qu'elle soit à la hauteur de ses propres idéaux les plus élevés. » Un murmure parcourut la salle. Elle n'avait pas seulement répondu à sa question, elle avait redéfini l'ensemble du débat. À ce moment-là, quelque chose changea. Le sénateur Reynolds hocha la tête lentement, un regard de conviction sur son visage. « Merci, madame la maire, dit-il. C'était la réponse que j'avais besoin d'entendre. » Le lendemain, le sénateur Reynolds annonça qu'il coparrainerait la loi Phoenix. Son soutien apporta la couverture politique nécessaire pour que d'autres républicains modérés apportent leur aide. Le barrage avait cédé. Après des semaines de négociations et d'amendements intenses, le projet de loi fut adopté par le Sénat avec un vote bipartisan de 62 à 38. Un an et demi après cette froide soirée de septembre au Terminal 4, Althea Beaumont se tenait dans la roseraie de la Maison Blanche. Le soleil était chaud et le parfum des fleurs flottait dans l'air. Elle se tenait juste derrière le président alors qu'il était assis à un bureau, entouré des champions du projet de loi. Elle regarda sa main bouger alors qu'il signait la loi Phoenix. Le président se leva et se tourna vers la foule. « Les lois ne sont pas seulement des mots sur une page, » annonça-t-il. « Elles sont le reflet de nos valeurs. Parfois,
il faut un moment d'une profonde injustice pour nous forcer à réexaminer ses valeurs. La mère Althia Beaumont a enduré une épreuve qui était un affront à tout ce que nous défendons en tant que nation. Mais de ce feu, elle n'a pas émergé avec amertume, mais avec la résolution de reconstruire. C'est son héritage. Il se tourna vers Althia et lui tendit l'un des stylos de signature. Le poids de l'objet surprit ses doigts, son bois poli, réchauffé par le soleil, semblait chargé d'histoire. Les caméras crépitaient, immortalisant l'instant, et dans ce tumulte, son esprit revint aux deux instruments qui avaient marqué son voyage. Le premier, un briquet Zippo argenté, banal et bon marché, symbole d'une destruction haineuse, désinvolte, presque absurde. Le second, ce stylo qu'elle tenait désormais, devenait l'outil d'une création réfléchie, imprégnée d'espérance et de volonté. Ils avaient tenté d'effacer son histoire, mais sans le savoir, ils lui avaient offert une force nouvelle, celle de réécrire la loi, non pas pour elle seule, mais pour tous. Le vol vers Genève, autrefois si décisif, n'était plus qu'un souvenir pâle, une poussière sans importance dans le vent. Le véritable voyage, celui que le hasard cruel avait tracé pour elle, l'avait conduite ici, à ce moment précis, et ce détour avait transformé à jamais le destin de la nation. L'histoire de la mère Althia Beaumont demeure un rappel brûlant, l'abus de pouvoir, même discret, minime ou teinté d'indifférence, peut éclater en conséquences dévastatrices, bouleversant des existences entières. Elle nous enseigne que la vraie puissance ne se mesure ni au cri ni à la domination, mais à la maîtrise de soi, à la capacité de garder le cap, d'utiliser les armes que le système met entre nos mains pour réclamer justice, même lorsque ce même système nous a laissés derrière. Les officiers Miller et Peterson avaient cru réduire une femme au silence, mais leur geste n'a fait qu'attiser une flamme. Cette flamme a grandi, nourri un mouvement, et relégué leur nom au rang de simples notes de bas de page dans l'histoire grandiose de résilience et de réforme qu'elle a écrite. Ainsi, son parcours rappelle que des cendres de la haine peut surgir un héritage d'une force inouïe. Si ce récit de justice et de responsabilité résonne en vous, faites-le voyager plus loin encore. Soutenez-le d'un simple j'aime, car chaque geste, aussi petit soit-il, a du poids. Partagez-le avec vos proches, vos amis, votre famille, pour que la lumière de ces histoires continue de s'étendre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de découvrir d'autres drames bien réels, où les puissants sont enfin appelés à rendre des comptes et où les voix brisées trouvent, un jour, la force de se faire entendre.